Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cybersphère proposé par le club cyber de l'AEGE. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de Séverine Demarque, consultante dans le cabinet Advance, pour parler de sa reconversion et de la place des femmes dans le secteur de la cybersécurité. Bonjour. Bonjour. On va commencer par la première question. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ton parcours ? Bien sûr, avec plaisir. Alors, je m'appelle Séverine Demarque, j'ai 50 ans depuis quelques mois. Et bien en fait, je travaille dans la société Advance comme consultante. Ça n'est pas forcément quelque chose que j'ai toujours fait puisque ça fait 2 ans. Et c'est un petit peu l'objectif de ce podcast, entre autres, c'est de parler de ma reconversion professionnelle d'ailleurs. Est-ce que tu étais destinée a priori à travailler dans le secteur de la cybersécurité ? Alors pas du tout, puisque en fait à la base j'ai fait une école de commerce qui s'appelle Neoma désormais. J'ai une carrière professionnelle dans le domaine commercial et managérial d'une vingtaine d'années, que ce soit dans l'agroalimentaire, le textile ou d'autres secteurs. Et puis j'ai décidé de me reconvertir il y a 5 ans, donc j'étais absolument pas destinée à travailler dans la cybersécurité. On m'aurait dit ça quand j'avais 20 ans, j'aurais regardé la personne avec des grands yeux ébahis en disant mais n'importe quoi. Finalement, comme quoi tout arrive. Quel a été l'élément déclencheur de ta reconversion ? Est-ce que c'était une rencontre, un article, un reportage qui t'a donné envie de rejoindre ce secteur ? Il y a plusieurs choses en fait. La première chose, c'est que de manière assez classique, comme beaucoup de gens, j'ai fait ma petite crise de la quarantaine finalement. Où là je me suis dit, j'étais arrivée à un poste national, mais je n'avais plus forcément de perspective. C'était un secteur qui traverse un peu une crise, comme on peut le voir aujourd'hui, le textile. Et je me suis dit, il est peut-être temps de faire autre chose. Et j'ai regardé un petit peu mon background et je me suis dit, finalement, tu as toujours regretté de ne pas avoir pu faire d'école d'ingénieur. Parce que c'est quelque chose un peu qui me manquait, on va dire. Je n'en ai pas fait parce que je n'étais pas très bonne en physique-chimie. J'étais bonne en maths. Donc je me suis dit, tiens, aujourd'hui, il existe d'autres moyens pour se tourner vers des métiers qui sont un peu plus techniques. Donc j'ai décidé, après moult réflexion, de partir en rupture conventionnelle. Je remercie d'ailleurs mon ancien employeur de l'avoir accepté. Et puis, j'ai repris mes études en plusieurs fois. Mais au final, j'y suis arrivée. Maintenant, je travaille dans la cyber. Et pourquoi, en fait, ce domaine-là ? Parce que ça avait du sens, tout simplement. Je me sentais utile, voilà, et c'est tout à fait vrai. Et puis, aussi, intellectuellement parlant, en fait, c'était intéressant parce que... c'était intéressant. C'était un beau challenge parce que je devais repartir à zéro. Donc ça peut être étonnant, mais j'avais vraiment envie de me remettre en question, d'apprendre quelque chose de nouveau. Et puis ça m'agaçait un petit peu de passer à côté on va dire, d'opportunités beaucoup plus contemporaines d'un point de vue, technique, etc. Donc j'ai décidé de sauter dans la piscine de manière peut-être parfois un peu inconsciente, mais c'est pas grave. Je me suis dit allons-y, fonçons. Et pour faire cette reconversion, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as commencé et puis quel parcours t'as mené, en combien de temps ? Bien sûr. Alors au départ, en fait, je me suis très vite rendu compte que si je souhaitais continuer dans ce domaine, il fallait que j'acquière des compétences techniques de base. Alors, quand je suis allée voir à l'époque Pôle emploi pour leur parler de mon projet... il y a 5 ans, la cybersécurité, c'était pas aussi tendance qu'aujourd'hui, on va dire, ça émergeait pas mal, mais il n'y avait pas autant de formations qu'aujourd'hui, donc j'ai eu un petit peu l'impression de leur parler
de venir de la planète Uranus et puis de leur parler d'un concept inconnu. Donc j'ai pris les choses en main par moi-même, j'ai fait mes recherches. Et on était en quelle année là? On était en 2019. Ah d'accord, donc c'est récent quand même. Oui, enfin il y a 5 ans, voilà, ça passe vite. C'est vrai. Et donc, en allant à des salons, en faisant des recherches sur Internet, etc., je suis tombée sur plusieurs choses, notamment Simplon, qui avait l'avantage, et l'a toujours d'ailleurs, de s'occuper des personnes en fait seniors, puisqu'après 45 ans, on est senior, et puis des personnes en fait qui ont envie comment dirais-je, de s'intéresser à des domaines plus techniques, plus axés numériques, etc. Donc j'ai postulé à une formation TSSR, donc technicien système et réseau, supérieur système et réseau, pardon, et je l'ai fait en 7 mois, donc au lieu de, finalement c'est une formation qui devrait durer 2 ans, mais là c'est vraiment très poussé. J'aurais dû passer mon concours à une certaine époque, et puis confinement, donc je l'ai passé 6 mois après. Comme beaucoup de monde. Donc ça, c'était la première étape. Après, j'ai travaillé 1 an comme ingénieur commercial IT, mais j'ai vite vu que je voulais vraiment m'orienter vers la cybersécurité. Donc j'ai commencé à prendre des cours du soir via le CNAM, bon, ce qui est assez intense parce que après sa journée de travail, on rentre et puis il faut remettre son cerveau en marche pour faire autre chose, mais c'était hyper intéressant. La dernière chose, c'est qu'au bout d'1 an, j'ai décidé en fait de faire une formation plus intense, un master spécialisé en ingénierie de la cybersécurité à l'IMT ici à Lille. Voilà, donc 3 étapes pour conquérir le Graal, on va dire. Et ce master, ça a été obtenu en quelle année? Alors, ce master, en fait, je l'ai terminé il y a 2 ans. Voilà. D'accord, donc 3 ans de reconversion, si on peut dire, pour arriver à l'objectif final. Oui, on peut dire ça, en fait, sachant qu'effectivement, j'ai été un petit peu empêchée par le confinement, et puis j'ai travaillé aussi, voilà. Entre-temps, Entre-temps, bien sûr. Exactement. Est-ce que tu dirais que cette reconversion, elle a été facile? Il faut être bien motivé, tenace, et puis on va pas se le cacher, c'est vrai qu'à côté, il faut avoir quelques ressources financières aussi. Parce que, alors moi, à mon époque, on était indemnisé 2 ans quand on rentrait, quand on bénéficiait du chômage. Aujourd'hui, ça a diminué, je crois que c'est plus qu'1 an et demi. Alors, il y a peut-être des processus qui existent pour aider les gens dans leur reconversion, que je ne connais pas tous. Hein. Mais bon, il faut aussi avoir ça en tête. Moi, j'ai eu énormément de chance parce que Simplon, c'était gratuit, en fait. Ça sélectionne vraiment les gens sur la volonté, en fait, et l'envie de se reconvertir. Mais c'est pas le cas de toutes les formations. Bien sûr. Au-delà des impacts financiers, quels ont été les autres défis de ta reconversion? Alors, au départ, je suis vraiment partie de zéro, mais vraiment zéro. Je savais pas ce que c'était un client, je savais pas ce que c'était un serveur, ni une adresse IP, mais rien, quoi. Donc, et la méthodologie Simplon, c'est un peu... En fait, tu sautes dans la piscine et puis tu dois aller chercher pas mal de choses toute seule. Alors évidemment, tu es aidée par les professeurs, les autres élèves, etc. Mais je me souviens, au bout de 15 jours, j'ai dû faire un devis en fait sur un truc simple, une architecture en étoile, mais je savais pas quel serveur je devais prendre, je savais pas si je devais faire ça en promise, en hybride, sur du total cloud, enfin bon bref, j'étais complètement perdue et puis j'ai des amis qui m'ont dit mais écoute, c'est pas grave, je pense qu'ils veulent voir surtout c'est la manière dont tu réfléchis, comment tu analyses le problème, ils veulent pas une réponse parfaite et ils avaient raison. Ils m'ont dit, mais t'es passé par 2 ans de prépa HEC il y a 25 ans, donc t'as parfaitement réussi, il n'y a aucun souci, tu vas t'en sortir. Mais en fait, je crois que arriver à 45 ans, quand on se reconvertit, on veut tellement y arriver qu'on se met une pression de fou. donc parfois, ça a été, je dois dire, très très amusant. Comme la première fois où on m'a expliqué en fait système Linux, on m'a dit mais il y a plusieurs distributions, il y a plusieurs versions et il faut télécharger des paquets pour pouvoir accéder à certaines fonctionnalités. Et là j'ai regardé le proche, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il raconte, mais qu'est-ce que je fais là? Mais maintenant j'en rigole parce que finalement c'est quelque chose qui est pas très, très compliqué. Mais sur le coup, quand on m'a appris certaines notions, oui voilà, c'était un peu violent pour moi.
Oui, et puis la peur de l'échec aussi, certainement, face à d'autres profils qui n'ont pas les mêmes parcours. Oui, 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 mais en même temps, c'était hyper enrichissant parce que j'étais avec des élèves qui, enfin, ça aurait pu être mes enfants, très clairement, mais comment dire, aussi bien d'un point de vue personnel que professionnel, c'est enrichissant parce qu'on se complétait très très bien. Moi, j'ai beaucoup aidé mes camarades, par exemple, pour des lettres de motivation, pour leur CV, des choses comme ça, Oui, bien sûr. pour les entretiens, parce que c'est quelque chose dont j'ai l'habitude. Et puis, quand j'avais des petites questions techniques sur lesquelles ils étaient meilleurs, on avait un échange et c'était donnant-donnant. Et c'était très très bien. Et avant ça, est-ce que tu étais familière avec le terme cyber et tout ce qu'il implique ? J'avais une notion assez diffuse en fait du terme cyber. Je voyais pas tout ce qu'il y avait derrière en fait. Classiquement, cyber, c'est toujours l'image du geek à capuche qui est véhiculée dans les médias. En fait, alors qu'il y a une diversité de sujets derrière, de métiers qu'on n'imagine même pas en fait quand on est à l'extérieur. Et c'est une fois qu'on est beaucoup plus expérimenté là-dedans qu'on se rend compte, ah mais il y a tout ça, génial, voilà quoi, ça foisonne. Au-delà des formations que tu as pu suivre sur ces 3 ans, est-ce qu'il y a d'autres ressources qui peuvent permettre de vérifier en amont si la cybersécurité est un sujet qui nous intéresse, qui sont en accès gratuit ou alors simplement accessible ? Oui, bien sûr, c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir des organismes comme la CNIL ou l'ANSSI qui mettent à disposition des MOOC gratuitement. Donc ça offre déjà une bonne approche en fait globale de ces sujets et ça permet en fait de savoir si c'est quelque chose en fait qu'on a envie de creuser plus tard. Moi j'ai pas mal en fait travaillé aussi au début avec Open Classroom pour aller débroussailler des thématiques en fait puisque je partais de zéro comme je disais tout à l'heure donc ce sont des ressources que je recommande. C'est vrai que c'est un secteur qui foisonne et qui recrute beaucoup, mais aujourd'hui on est face à une réalité où il y a seulement 11% de femmes dans le secteur de la cybersécurité. Selon toi, quelle est leur place aujourd'hui et puis comment on pourrait inverser cette tendance Alors je pense que les femmes prennent de plus en plus leur place dans la cybersécurité parce que on voit quand même depuis quelques années l'émergence de rôles modèles. On communique bien davantage sur le rôle des femmes dans la cyber, sur la diversité des métiers en fait, parce que dès qu'on parle malheureusement aujourd'hui encore. Dès qu'on parle technique, ça en rebute certaines, alors que c'est absolument pas compliqué et qu'il y a beaucoup de métiers qui ne sont pas techniques, qui plus est. Et puis aussi, je pense qu'il faut qu'on change de discours, qu'on n'aborde pas la cybersécurité en disant c'est de l'informatique, c'est technique, mais qu'on dise ce sont des métiers en fait qui ont du sens. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes femmes, après leurs études, qui vont se lancer par exemple dans des métiers dans l'enseignement, voilà, parce qu'il y a ce côté pédagogique qui les intéresse. Et puis aussi dans des métiers comme par exemple la médecine, il y a beaucoup d'infirmières, etc., pour pouvoir être utile. Et moi j'ai envie de leur dire, dans la cybersécurité, demain, venez, parce que vous aurez énormément de pédagogie à faire, le facteur humain est très important, et vous aurez aussi en fait à sauver des hommes de manière indirecte. Vous allez d'abord sauver des systèmes d'information et puis derrière des hommes et des femmes qui ne verront pas leur métier disparaître parce que leur société a été cyberattaquée et qu'elle est complètement mise à plat pendant des mois. Donc c'est une autre manière en fait d'être utile, mais sur un domaine qui est un petit peu différent. Voilà. Oui, donc il y a un intérêt public en fait aussi. Mais oui, tout à fait. C'est sûr que on travaille de toute façon aussi bien avec des entreprises privées que dans le domaine public. Et chez Advance, quelles mesures sont mises en place aujourd'hui pour donner une place aux femmes au sein de l'entreprise ? Alors déjà, c'est un fait, on est 25% dans la société. Ce qui est déjà plus que la moyenne. Exactement, ce qui est déjà beaucoup. Et puis, il y a vraiment une volonté de travailler sur l'équité, la diversité, puisqu'on a en fait Grégoire Dugré et son équipe, qui est PDG de Advance for People and Planet, qui travaille sur plein de sujets, en fait, à la fois alors, sur la bulle sociale, donc qui comprend la diversité, tout le côté cyber-responsable et également sur l'environnement.
Donc il y a plein de choses qui sont faites là-dessus. On a par exemple 2 jours de solidarité pour pouvoir en fait s'intéresser à des projets qui vont mettre en valeur ces thématiques. On a un système qu'on appelle Team Starter, on a 10 euros par mois. En fait, on peut cumuler jusqu'à 40 euros et puis donner sur des projets. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, on a fait les Virades de l'Espoir l'année dernière, Mon Bonnet Rose, on a aidé la Banque Alimentaire. Moi, j'ai monté un projet pour agir pour le cœur des femmes. On sensibilise en fait des entreprises de l'économie sociale et solidaire à la cybersécurité. Enfin, on fait vraiment beaucoup de choses. Et notamment, effectivement, la diversité et comment dire, le fait de pouvoir attirer davantage de femmes vers la cybersécurité, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et il y a des actions en fait, qui sont faites dans ce sens. En fait. Il y a notamment les ambassadrices Advance. Et quel est le rôle des ambassadrices Advance? C'est qu'au sein de l'entreprise ou c'est un rôle vers l'extérieur? Alors, donc, ce sont des personnes de l'entreprise qui vont être amenées à parler en fait d'Advance et à être comment dire, des rôles modèles et parler de la cybersécurité à l'extérieur pour pouvoir attirer davantage effectivement de profils féminins. Et quels sont selon toi les principaux obstacles à l'entrée des femmes aujourd'hui dans ce secteur? Je pense que le premier obstacle, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes parce qu'en fait, il y a plein de biais, de préjugés, etc. Je crois que dans l'éducation, déjà, alors c'est peut-être différent maintenant, hein, mais à mon époque, c'était un peu, quand tu étais petite, sois sage, sois parfaite, etc. Et ça nous reste toute notre vie. Et on a peut-être plus d'aversion au risque, ce qui est un compte pour la cybersécurité, où on va se dire, en fait, on va réfléchir 15 000 fois avant de postuler pour un poste parce qu'on va être sûr de cocher toutes les thématiques. Et sur la cybersécurité, en fait, c'est un petit peu pareil. Quand on se dit, oh là là, mon Dieu, mais c'est hyper technique, donc moi j'ai moins été formée là-dessus. Ce qui est totalement idiot parce qu'il y a plein de métiers et puis la technique ça s'acquiert. Hein. Moi comme je disais tout à l'heure, je suis partie de zéro. Aujourd'hui je comprends plein de choses. Donc c'est pas du tout insurmontable en fait. Et donc il y a ce petit côté-là, je pense, il y a un côté éducation où on n'est peut-être pas assez fonceuse en fait. Et il faut l'être. Donc le message c'est lancez-vous quoi. Exactement. Sautez dans la piscine comme je l'ai fait il y a quelques années, vous ne serez pas déçus. Et puis on n'a qu'une vie quoi, donc allons-y, banzai. C'est sûr que si le sujet nous intéresse, autant essayer quoi. Exactement, qui ne tente rien n'a rien. Et au sein d'Advance, est-ce que vous vous rendez compte que la diversité dans les équipes, elle est bénéfique pour l'innovation, pour la réflexion, pour la résolution de problèmes? Ah mais ça c'est vraiment une certitude et j'en étais convaincue même bien avant d'entrer chez Advance, puisque au cours de ma carrière j'ai fait beaucoup de management, une vingtaine d'années, et j'ai eu la chance en fait de pouvoir manager des équipes. Alors j'ai eu des équipes que d'hommes. J'ai travaillé dans des milieux qui étaient assez masculins. J'ai eu aussi des équipes que de femmes et j'ai eu des équipes mixtes. Et comment dire, ce que j'en ai retiré, c'est la certitude que les équipes mixtes en fait sont plus riches. Et c'est même mixte au-delà de hommes-femmes, c'est Bien mixte sûr. en termes de diversité d'âge, même aussi de diversité de parcours, pourquoi pas même internationaux en fait. Et tout ça en fait, ça donne un melting pot hyper créatif qui permet en fait déjà de combiner les savoirs et puis d'avancer plus rapidement et plus haut. Et est-ce que par tes expériences précédentes, tu te sens originale dans tes réflexions? Est-ce que tu sens que dans les réponses que tu peux apporter aux problèmes, tu as une vision différente des autres personnes qui t'entourent? Sans doute parce que forcément comme j'ai à peu près 25 ans d'expérience, il y a des choses que j'ai déjà vécues, donc j'ai plus de recul en fait. Et puis je me rends compte aussi, sans vouloir faire de pub, en fait moi je dis souvent que j'aime ma boîte parce que je peux la comparer avec d'autres expériences que j'ai eues en fait. Je me dis quand même ici on est très bienveillant. Et on a beaucoup de chance de travailler sur des sujets comme l'équité, comme l'environnement, etc. Toute cette dimension RSE, c'est pas partout pareil. Est-ce qu'il y a une personnalité dans la cybersécurité qui t'inspire?
Ah bah, il y en a beaucoup, hein. C'est vrai que justement, cette émergence de rôle modèle qu'on voit depuis des années, moi, enfin, au travers du CFC, ça m'a permis de rencontrer des femmes extra, et des hommes aussi, hein, d'ailleurs, je ne suis absolument pas sexiste, mais des gens extraordinaires, en fait, qui vont donner de leur temps à l'extérieur pour des causes, qui ont des parcours de fous. Mais au-delà de la cybersécurité, moi les gens que j'admire en fait, c'est les cyberdéfenseurs de l'ombre, hein, parce qu'il y en a beaucoup, et on est dans un contexte géopolitique qui est quand même compliqué en ce moment. Et puis aussi, de manière encore plus générale, tous les gens en fait, qui partagent leur savoir. Aujourd'hui, les professeurs, ils ont des métiers très compliqués, en fait, on le voit, hein, ils sont pas très bien payés, ils sont quand même pas beaucoup de reconnaissance, et on a tous croisé dans notre vie des gens extraordinaires qui nous ont partagé leur savoir en fait avec beaucoup de modestie, qui sont comment dirais-je, à la base en fait de notre passion pour certaines matières, hein. Moi j'ai eu un prof de maths extraordinaire quand j'étais au collège, je m'en souviens encore, mais j'ai adoré ses cours, je buvais ses paroles comme mon prof d'anglais ou d'autres personnes, et tous ces gens-là, en fait je pense qu'il faut leur rendre hommage parce que aujourd'hui on le fait pas assez. Tu as abordé la question du cercle des femmes de la cybersécurité. Est-ce que tu peux nous présenter cette association, ses objectifs ? Alors, le cercle des femmes de la cybersécurité, je l'ai connu quand j'ai entamé ma reconversion. Justement, je te parlais tout à l'heure que j'avais fait beaucoup de recherches pour savoir par où commencer. Et puis pour être aidée aussi, hein, donc je suis tombée complètement par hasard sur cette association-là sur Internet. Et puis j'ai postulé, j'ai expliqué mon souhait de reconversion. Et j'ai eu la chance d'être mentorée par quelqu'un qui avait qui a toujours d'ailleurs énormément d'expérience, qui s'appelle Nicolas Côte. Qui m'a en fait, avec qui j'ai pris le temps de déjeuner, et qui m'a en fait un peu débroussaillé les thématiques pour m'expliquer en fait, voilà, dans cybersécurité, tel métier, qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ton parcours, etc. Ça c'est plus comme ça. Et donc il m'a donné de la visibilité. Ça, c'est la première chose. Et puis après, il m'a conseillé, en fait, il m'a dit, tu commences, donc ce serait bien que tu suives tel webinar, que tu commences par lire ça, etc. Donc, en gros, il m'a mis le pied à l'étrier, en fait. Donc on est toujours en contact. Et je le remercie encore 1000 fois parce que je l'ai sollicité après sur d'autres sujets. Ça reste mon mentor, en fait. Et c'est pour cette raison, en fait, aujourd'hui, que j'ai décidé de m'investir dans l'association. L'association, elle existe depuis 8 ans et elle fait plein de choses, hein. Voilà, il y a à peu près, on doit être pas très loin de 500 membres aujourd'hui, on va dire. Alors, elle fait évidemment du mentorat, elle fait des webinaires, elle fait de la sensibilisation. Il y a plein d'événements cyber, en fait. J'étais cette semaine au salon Women and Cyber, hein, par exemple. Elle fait des parutions, donc ça peut être des articles de presse, mais il y a également des livres qui ont été édités par l'association. Il y a le Women Cyber Day, donc qui pousse des rôles modèles en avant, en fait. Donc plein de choses. C'est vrai qu'on s'ennuie pas. Tu nous parlais de ton mentor Nicolas Côte. J'ai été étonnée que dans un cercle de femmes, ton mentor soit un homme. Quelle est la place des hommes aujourd'hui dans le combat pour l'inclusion des femmes dans le secteur de la cybersécurité ? Heureusement, on a beaucoup d'hommes alliés aussi, hein. Bon, alors certes, il y a des hommes avec lesquels c'est plus compliqué, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui m'ont aidé dans ma carrière, hein, que ce soit dans la cybersécurité ou même avant. Et il faut aussi leur rendre hommage, en fait, parce qu'ils nous tendent la main, ils nous poussent. Et donc, ça permet, en fait, d'avancer. Et donc, c'est pas parce qu'on s'appelle le CEF6, le Cercle des femmes de la cybersécurité, qu'on ne travaille pas main dans la main avec ces messieurs, en fait, pour faire avancer notre cause, puisque eux aussi sont absolument convaincus que les équipes mixtes, c'est plus performant qu'une équipe monolithique, on va dire. Donc le rôle de ces associations est éminemment important. Tu penses que ça peut être une réponse au manque de femmes dans la cybersécurité ? Que ça arrive à rayonner suffisamment pour avoir une influence ? Alors, comment dire, le jour où le problème sera totalement résolu, le CEF6 n'existera plus, on va dire, mais je pense qu'il y a encore un petit peu de marge. Donc, le Cercle des femmes de la cybersécurité est une des associations, il y en a plusieurs, et une des initiatives, par exemple, qui existent aussi au sein des entreprises, hein, comme nous, ça, je sais que
D'autres entreprises, ça se fait également. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui émergent comme celle-ci depuis plusieurs années. Donc je me dis qu'à force de rabâcher cette thématique et d'aller tout ensemble dans la même direction, on va y arriver. Mais évidemment, on a encore du travail. On y travaille avec joie, en fait, et ténacité. Est-ce qu'aujourd'hui, toi aussi, tu fais du mentorat ? Alors, moi, je ne fais pas encore de mentorat parce qu'on estime qu'il faut à peu près 5 ans de background pour le faire. Mais néanmoins, je voulais vraiment rendre la balle à l'association parce qu'elle m'a beaucoup aidée, en fait, pour atteindre mon objectif. Et je m'occupe du GT Mentorat, c'est-à-dire qu'en fait, je vais travailler avec une trentaine de mentors, qui ont des points forts sur certaines thématiques, et je vais les mettre en relation avec des mentorés. Alors à noter qu'on ne travaille pas qu'avec des femmes, on travaille aussi avec des hommes. On a à peu près, je crois, 15% d'hommes dans l'association, il me semble. Et donc en fait on va les aider sur plusieurs thématiques. Donc on en a 4 en fait sur lesquelles on travaille essentiellement. Donc GRC, gouvernance, risque, conformité, l'acquisition de compétences techniques. Parfois on peut avoir des personnes qui vont lui dire tiens, moi je vais travailler par exemple sur Splunk. Donc on demande quand même un petit bagage en fait, un socle technique, parce qu'on ne peut pas partir de zéro, ce serait trop compliqué. Mais voilà, si vous voulez vous spécialiser sur une thématique particulière, c'est possible. On a également la chefferie de projet. Et puis on aide aussi des étudiants et étudiantes ou des personnes en reconversion qui cherchent un stage ou bien un emploi. En fait, on essaye en fait, pareil, de leur mettre le pied à l'étrier sur leur projet. Oui, parce que tout à l'heure on parlait d'obstacles pour les femmes dans la cybersécurité, mais en fait il y a aussi un problème d'aspect nébuleux du secteur qui rend l'accès aux offres et les compétences nécessaires compliqué à appréhender. Oui, c'est vrai que vu de l'extérieur, on a parfois du mal à appréhender le côté extrêmement concret d'une profession. Quand j'ai expliqué à mes parents, je vais être consultante en cybersécurité, ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais concrètement ? Voilà. Donc en fait il faut mettre des mots, des actions derrière tout ceci, derrière ces concepts. Et voilà, quand tu es analyste SOC, qu'est-ce que tu fais ? Quand tu travailles dans un CERT, qu'est-ce que tu fais ? Quand tu es chef de projet, qu'est-ce que tu fais ? Voilà, quand tu es auditeur, quand tu fais de l'intégration et tout ça, c'est vrai que les gens, encore une fois, une personne lambda, quand on lui parle de la cybersécurité, elle va voir clairement à un cœur, mais elle n'imagine pas tout ce qu'il y a autour en fait. Donc l'objectif c'est un peu de vulgariser tout ceci également par le biais du travail de notre association. Et donc je rebondis, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien ? Alors moi dans mon quotidien en fait je vais faire des choses très diverses et variées. Je vais travailler sur des politiques, des processus. Je vais faire des plans d'assurance sécurité, je vais faire des analyses, des états des lieux, cerner les risques, faire des préconisations pour faire diminuer ce risque. L'objectif, en fait, en gros, c'est d'améliorer le niveau global de cybersécurité d'une entreprise ou d'un établissement public. Voilà. Et pourquoi avoir préféré un cabinet de conseil plutôt qu'une entreprise ? En fait, Advance était venu faire des cours dans mon école et j'ai vraiment adoré ces cours-là. Donc je me suis dit, je vais me sentir bien chez eux. J'ai pas eu tort. Et puis aussi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on a des missions qui sont très variées dans différents secteurs. Donc ça permet d'avoir une perspective assez globale en fait, et de voir la diversité à la fois des entreprises et puis du domaine public. Donc je m'ennuie jamais. Et ça c'est vraiment quelque chose que je ne supporterai pas. J'aime bien toujours apprendre. C'est vraiment un fil conducteur dans ma vie. J'ai besoin de m'occuper et d'apprendre. Pour des novices qui débuteraient ou qui feraient de la reconversion, tu trouves qu'un cabinet de conseil c'est un bon moyen d'apprendre finalement ? Exactement. C'est parce qu'on va faire des choses qui sont très différentes, être embarqué sur des missions qui sont diverses. Donc oui, moi je le conseillerais vivement parce que il y a ce côté, en fait, on monte en compétences et on travaille sur des sujets très différents, donc c'est passionnant. Et par rapport à tes expériences actuelles, l'évolution que tu vois depuis quelques années, comment t'imagines le cyber du futur ? J'ai envie de te dire, on ne va pas s'ennuyer. C'est déjà le cas, mais là, avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle,
Là également, le fait que dans quelques décennies, on risque d'avoir en fait des ordinateurs quantiques, donc une remise en question de la cryptographie classique, on va dire. Donc oui, une évolution constante des risques. Alors à la fois l'IA, je dirais c'est comment dire, ça sert, effectivement, on a des risques qui sont accrus parce qu'aujourd'hui on peut imiter les voix, on peut imiter les visages, on personnalise à l'extrême en fait les tentatives d'attaque, mais ça nous sert aussi en fait pour tout ce qui est défense. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui ça va faciliter le travail des analystes SOC sur les faux positifs par exemple, prendre en charge des quantités de données de fou, donc c'est à la fois un danger, mais c'est à la fois aussi une aide. Donc, une belle opportunité d'évolution, quoi. Il faut s'adapter. Voilà, je vais pas dire c'est tout simple, mais c'est une nécessité. Et est-ce que vous-même, au quotidien, vous ressentez le contexte géopolitique ? Est-ce qu'il y a une plus forte demande de la part de vos clients de sécurité ou de... Là, on le voit particulièrement cette année puisque c'est l'année des Jeux Olympiques. Donc forcément, la France va être mise sur le devant d'un point de vue géopolitique. Bon, on sait très bien ce qui se passe à quelques milliers de kilomètres d'ici en Ukraine. J'imagine que quand Emmanuel Macron dit peut-être un jour il faudra envoyer des troupes, ça ne doit pas plaire à tout le monde, donc forcément les risques sont accrus, ça c'est certain. Est-ce que tu penses que les entreprises prennent ce risque à cœur parce qu'il y a une vraie prise de conscience nationale du problème, ou est-ce que c'est parce que ça devient une nécessité réglementaire ? Il y a les deux, je crois. Il y a les deux. En fait, effectivement, les aspects légaux évoluent également, que ce soit du point de vue national ou du point de vue européen, ou plus largement international. Ça, c'est une certitude. Et puis aussi, il y a une prise de conscience, puisque forcément, on voit en fait les chiffres augmenter d'année en année. Il suffit juste de se référer au rapport de l'ANSSI pour le constater. Donc il faudrait vraiment, je pense, vivre dans à l'abri de toute information pour ne pas en avoir conscience. Quelles sont les compétences ou les connaissances cruciales que tu recommanderais à ceux qui s'intéressent à une carrière dans le domaine de la cybersécurité ? Est-ce qu'il y a des choses aussi qu'on peut apprendre sur le terrain ? Bien sûr, aujourd'hui, c'est vrai que Internet, alors c'est là aussi, c'est un petit peu dual. Il y a beaucoup de bêtises sur Internet, mais il y a aussi beaucoup de ressources hyper intéressantes, des MOOC, des webinars, des cours. Pour ça, c'est vraiment génial, comparé à ce que j'ai connu quand j'étais jeune où ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est royal. On peut avoir accès à plein de choses. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, le deuxième point, je dirais, il faut être curieux. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a tellement de sujets, en fait, qu'on est amené à chercher, à se renseigner sur certaines choses, etc. On ne peut pas tout maîtriser. Il y a tellement de technologies, d'éditeurs, de sujets, qu'on est constamment, en fait, en train de se remettre en question, d'aller chercher, d'apprendre. Donc, la curiosité, c'est important. La ténacité, ça, j'en ai déjà parlé, faut pas lâcher, il faut se dire j'ai un objectif et j'y vais, et puis un cerveau qui fonctionne bien et puis tout roule. Et tu laisses encore une place à la curiosité malgré ton travail prenant et la réussite déjà de ta reconversion ? Oui, moi j'aime bien en fait déjà effectivement sur certains sujets par des lacunes, donc je vais embêter mes collègues, je leur pose des questions, je me renseigne, je regarde des choses, je lis des bouquins. En fait, je pense que c'est à tout niveau de notre parcours, il faut jamais, faut toujours garder ça en tête en fait, toujours se dire tiens ça je connais pas, je vais aller chercher des choses dessus. Et en parlant de livres, est-ce que tu aurais des références bibliographiques qui t'ont marqué et qui t'aimeraient partager avec nous ? Qui m'ont marqué, alors il y a plein de choses intéressantes bien entendu. Alors qu'est-ce que j'ai en ce moment sur ma table de chevet en fait ? J'ai commencé à lire en fait Soldats de la cyberguerre d'Arnaud Coustillard, et j'ai également investi dans deux livres qui ont été écrits par des céphiciennes d'ailleurs. Nouvelles technologies en fait, les risques pour l'humanité, ça c'est Lumna Briwell que j'ai rencontré il y a 2 ans en fait, membre du CEF6 également.
Et puis un sujet sur les clouds publics, cybersécurité et enjeux, est-ce qu'on peut leur faire confiance et garantir une souveraineté. Donc ça c'est Carole Degmoun également, que j'ai rencontré au sein de l'association, qui a coécrit ce livre avec d'autres auteurs. Donc tout ceci c'est sur ma table de chevet et puis j'en lis un petit peu tous les soirs. Ouais, donc le thème commun c'est la souveraineté quand même. Oui, en ce moment c'est vrai que c'est quand même, très tendance, forcément, voilà. Mais il n'y a pas que ça en fait, ça parle aussi de géopolitique, etc., de risques, donc j'aime bien piocher sur un petit peu tous les sujets, toujours la curiosité. Oui, ça permet d'avoir une vision globale et de suivre le sujet. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et dont tu aimerais parler aujourd'hui ? Écoute, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. J'ai juste envie de conclure en disant, mesdemoiselles, mesdames, osez, venez vers la cybersécurité, vous ne serez pas déçus, il y a plein de projets. C'est un domaine qui est extrêmement riche et vous pouvez vous épanouir pleinement dans cette branche. Donc on vous attend avec impatience. Merci beaucoup. Merci à toi.